En fait, j'ai des parents qui sont dans le contrôle. Et ce qui est contradictoire, c'est qu'ils détestent ça. C'est qu'ils adoptent un rôle qu'ils n'ont pas envie d'adopter. Ils se sentent obligés d'adopter ce rôle parce qu'ils disent si je ne l'adopte pas, il va rien faire. Est-ce que t'as assez révisé ? Alors que si on lui demande te sens-tu prêt ? De quoi aurais-tu besoin pour être le plus serein possible ? Tout le monde se souvient de l'adolescence parce que c'est une période horrible. On se construit, on est critiqué, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on vaut. Moi, en fait, je faisais des fiches et des fiches et des fiches, donc je recopiais. Et puis, en fait, je me couchais avec les fiches sous mon oreiller parce que je me disais que ça allait infuser. Processus vaudou. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre « Préparez vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Aujourd'hui, mes deux invités, Juline Antoine-Rau, que vous connaissez déjà, qui fait partie des habitués de Génération Parents. Salut Juline. Bonjour. Donc Juline est la finaliste du Global Teacher Prize, c'est-à-dire qu'elle fait partie des meilleurs professeurs du monde. Nous avons la chance de la voir avec nous. Et elle est la fondatrice de l'Institut pédagogique Antoine-Rau et conceptrice de la pédagogie classe autonome. C'est plus de 900 enseignants formés et 16 000 élèves accompagnés. Et donc, elle en connaît un rayon sur la pédagogie active. Et notre invité du jour, c'est Sébastien Paillet. Donc, Sébastien, tu es formateur et coach en motivation des ados, créateur d'un programme unique basé sur le lien et le cadre. Tu nous en diras un peu plus. Tu as aidé plus de 21 000 parents à sortir des soirées de cris et de tensions. Et on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Sébastien. Salut Solène, merci beaucoup pour l'invitation. Alors on va démarrer avec notre actu de la semaine qui est un petit peu en lien avec notre débat. Donc l'actu ce sera Parcoursup, ça y est, nous on enregistre le jeudi 5 et les premiers résultats sont tombés le lundi 2. Ensuite on aura un débat sur comment accompagner au mieux nos enfants. Est-ce qu'il faut être sur leur dos ou pas ? Comment trouver le juste milieu ? Et puis on terminera par nos rubriques astuces parents et quiz. Allez, on démarre avec l'actu de la semaine. Donc le lundi 2 juin à 19h, les premiers résultats de Parcoursup sont tombés. Pour des centaines de milliers de familles, c'était l'heure de vérité après tous ces mois anxiogènes. Il y a eu 980 000 candidats qui ont formulé des vœux cette année, dont 650 000 lycéens et 183 000 étudiants en réorientation. Il y a 66% des étudiants qui ont reçu une proposition d'admission. Et donc 66% des lycéens qui ont eu au moins une proposition, c'est 2,67 millions de propositions qui ont été envoyées aux candidats. Ça fait beaucoup de propositions. Les candidats ont entre le 6 et le 10 juin pour classer leurs vœux, pour accélérer les réponses. Mais derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de bruit parce que, en fait, Parcoursup, ça a l'air d'être extrêmement anxiogène. Je ne le vis pas encore, mais j'ai pas envie de le vivre quand j'entends mes amis qui le vivent. On a l'impression que toute la famille est sur le qui-vive, que les enfants sont au bout de leur vie, que les parents stressent tout autant. Et donc, on a quand même la défenseure des droits, Claire Hédon, qui a publié un rapport très critique sur l'orientation et sur Parcoursup. Elle dit que c'est un système morcelé, inégalitaire, illisible. Elle dit qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, qu'il faudrait des psychologues, qu'il y a trop peu de préparation des enseignants à l'orientation et qu'il y a trop peu de place laissée à la parole des jeunes. Alors moi, je vais vous dire d'abord ce que j'en pense et après vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que Parcoursup, c'est un énorme délire. Je me rappelle de mon petit Ravel sur Minitel où je rentrais chez la CPE pour placer mes 3 vœux avec mes 3 universités où je voulais aller. Et puis, de toute façon, je savais que quoi qu'il arrive, je serais prise dans mon université de secteur si j'avais le bac.
Et là, je trouve qu'on est quand même dans un énorme délire où on a l'impression que les enfants comme les parents sont en train de faire le choix de toute une vie. Alors, Juline, Sébastien, qui veut commencer? Vous en pensez quoi, vous, de ce process? Effectivement, j'ai l'impression que c'est une usine à gaz énorme. Que c'est une grosse machine. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose d'efficace, mais que derrière, ça génère beaucoup, beaucoup de stress. Et j'ai plusieurs anecdotes à ce sujet. Quand tu dis que, enfin, quand le rapport dit que c'est inégalitaire, c'est totalement vrai. Moi, j'ai des amis qui dépensent plus de 2 000 € pour des coachs Parcoursup pour leurs enfants. Donc, ont les moyens de dépenser voilà, sur l'année sur des coachs Parcoursup. Et à l'inverse, hier, j'ai un jeune en soutien scolaire je lui demande ce qu'il a eu comme vœu. Il me dit, j'ai eu l'université humanité. Et je lui dis, ok, mais il y a quoi dans humanité? Tu vas apprendre quoi? Il me dit, je sais pas, j'ai pas regardé. C'est-à-dire qu'il a fait des vœux. Il ne sait même pas ce qu'il va apprendre. Il a fait des vœux comme ça, presque à l'aveugle, parce qu'on lui a dit, il faut faire des vœux, quoi. Donc, on a vraiment deux vitesses entre des gens Ouais, qui se renseignent, qui ont les moyens, qui investissent, et d'autres qui sont perdus. C'est ça, c'est illisible. sans compter que moi, j'ai lu un article qui disait qu'il y avait certains enfants, sur les côtés inégalitaires, ils n'allaient même pas sur Parcoursup, c'est leurs parents qui faisaient tout, qui faisaient la lettre de motivation, les applications, etc. Et que les enfants ne savaient même pas à quoi ressemblait l'interface, quoi. Les parents, ils prenaient tout en main et c'était eux qui faisaient Parcoursup. Sébastien, toi, c'est quoi ton retour sur ça? Déjà, les premiers retours que vous avez faits sont assez effarants. C'est en fait l'une des plus grandes peurs enfin moi des familles que j'accompagne, des parents ou des ados, et c'est l'une des grandes peurs de l'être humain de manière générale, c'est l'incertitude. Le principe de Parcoursup, c'est que c'est incertain. Donc c'est une boule de stress ambulante. Et donc le système commence à moi j'ai des ados que j'ai accompagnés, ils sont en troisième, ils sont stressés par Parcoursup. C'est sur le long terme, on est déjà en train de stresser. Dès que tu arrives, Exactement. les parents me disent réunion de seconde, on nous a parlé de Parcoursup. Enfin, c'est Exactement. Donc c'est super anxiogène dès le début, même fin collège, début lycée. Et en plus à la fin, ils savent pas ce qu'ils vont avoir. Et on leur dit faites un maximum de vœux pour être sûr d'être quelque part, quoi. Donc c'est un peu dramatique, c'est plus un choix par dépit qu'un choix vraiment qui vient de l'enfant et de l'adolescent. Déjà que c'est ultra galère, quelle que soit la génération pour le coup, de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Si en plus on sait pas où on veut aller et on nous oblige à faire des choix par dépit, c'est effarant. ouais. Donc, du coup, enfin, bon, mis à part les 66% là qui ont quelque chose, ça veut dire que là, il y en a plein qui sont en train de stresser. Puis bon, ceux qui ont quelque chose, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Donc, il y a quand même enfin, moi, je pense que à un moment donné, il va y avoir besoin de revoir ce système qui est, de mon point de vue, totalement inhumain et qui n'est en plus pas du tout. J'en parlais il y a quelques temps là sur un post LinkedIn là sur la polémique avec la ministre de l'Éducation nationale qui disait qu'il faudrait dès la maternelle commencer à savoir ce qu'on veut faire. Enfin, je pense que c'est une erreur d'élément de langage, mais en fait, en plus, je trouve que ça a tellement c'est tellement à côté de la plaque par rapport au XXIe siècle, au fait que d'après les études des ONG, du Bureau international du travail, cette génération va faire entre 8 et 12 métiers différents, aura une vingtaine de jobs dans sa vie, donc en fait ils vont changer tout le temps, aura même un CDI avec un job en entrepreneuriat à côté, et donc de leur faire croire que c'est un peu comme nous, quand on passait le bac, on pensait que c'était la fin, alors qu'en fait c'était le début. Après, on passait le bac tous les ans, hein, avec les examens. Et là, de leur faire croire que toute leur vie se joue et que toute leur carrière va être décidée uniquement par Parcoursup, je trouve que c'est totalement à la plaque du XXIe siècle, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, à suivre, Ouais. mais je pense qu'à un moment, il va falloir réformer ce truc, quoi.
Oula, grand sujet. Ça, le besoin, il est évident. Non, Il n'y et a puis aucun doute là-dessus. en plus, ils ne sont pas guidés sur comment apprendre à se connaître, apprendre ce qui me motive. Je rebondis sur la motivation avec laquelle tu travailles beaucoup, Sébastien. C'est vrai que, ils sont peu outillés par rapport à ça et moi je le fais chaque année, je fais des petits ateliers, orientation où on parle des motivations de chacun, on explique que chacun a des motivations différentes et j'ai des élèves quand ils comprennent ce qui les motive et qu'ils regardent ce qu'ils ont choisi sur Parcoursup, qui changent tout, qui disent: «Ah mais non, ça va pas du tout», et je leur dis toujours: «Bah, c'est bien de t'en rendre compte maintenant plutôt que dans 10 ans ou dans 20 ans que tu étais pas, sur quelque chose qui allait te mettre des étoiles dans les yeux et qui allait te faire du bien, quoi». À suivre. Mmh. Mais je pense que ça va, à un moment, ça va bouger cette histoire de Parcoursup. Moi, d'ailleurs, pour juste un petit point que les parents doivent avoir en tête par rapport à l'orientation et ce que Julie me disait, le cerveau humain est mature à 23-25 ans. Et ils n'arrivent à se projeter que vers cet âge-là. Donc demander à des enfants de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard et arriver à se projeter, c'est très difficile pour eux. Donc non seulement ils sont mal outillés de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est pour ça, mais développer juste leurs soft skills et puis tout Ah ira mais on bien. est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, on passe au débat sur examen, Parcoursup, brevet, bac. Donc là, juste pour vous donner les petites dates, donc il va y avoir le brevet qui va démarrer. Et donc le brevet, c'est à la fin du mois, le jeudi 26 et le vendredi 27 juin. Ensuite, ça va enchaîner sur les premières qui vont faire le brevet de français vendredi 13 juin. Et après, le bac commence le lundi 16 avec évidemment l'ouverture par les épreuves de philo et le grand oral. Et puis, tout ce qui est baccalauréat professionnel, eux, ils ont déjà commencé, hein, puisque les épreuves, elles ont commencé mi-mai. Et elles vont aller jusqu'au jeudi 26 juin. Donc là, on a tout un tas d'enfants qui sont en examen. Et donc, c'est une période qui est souvent synonyme de stress, d'insomnie, parfois de conflits familiaux, parce que c'est est-ce que tu as assez révisé? Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour être dans une relation équilibrée et soutenir ses enfants sans les fliquer? Parce qu'il y a quand même un ado sur 3 qui déclare se sentir stressé à l'approche des examens et 74% des parents qui disent avoir du mal à trouver la bonne posture entre la motivation et la pression. Alors, toi, Juline, comment est-ce que tu vois ça? Toi, t'étais enseignante. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour avoir un environnement propice à la réussite? Mais déjà dans les questions qu'on pose à son ado, est-ce que tu as assez Mhm. révisé? Déjà, attention. Alors que Il y a si un on lui assez en demande trop dans la phrase. ouais, alors que si on lui demande, te sens-tu prêt? De quoi aurais-tu besoin, pour être, le plus serein possible? Déjà dans la façon dont on pose les questions, ça va être important et créer du lien avant de créer, du contrôle. De dire, «Est-ce que tu as fait ton français? Est-ce que tu as révisé?» Voilà. C'est le lien, d'abord, humain, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préféré, dans ta semaine? Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont, très, très importantes et après moi je le dis toujours et je le répète souvent aux parents, à l'adolescence, le rapport parent, enfant, c'est complexe et donc vraiment, je les invite à aller chercher la tierce personne qui va peut-être avoir un rapport plus apaisé. Donc ça peut être une tante, ça peut être le parrain-marraine, ça peut être le coach de basket, le professeur de solfège, ça peut être le psychologue, plein de mais de passer parfois par la tierce personne. Ok. Sébastien, toi, qu'est-ce que tu vois comme chose sur l'angle motivationnel? Tu dois voir, toi, des parents qui sont dans le contrôle. Ouf, que ça. Comment Que ça. tu leur dis quoi à ces parents? Que Déjà, ça. s'ils viennent te chercher, c'est que... Oui, 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 généralement, c'est que c'est pas tout rose à la maison et qu'ils en ont marre. Et c'est surtout, en fait, j'ai des parents qui sont dans le contrôle. Et ce qui est contradictoire, c'est qu'ils détestent ça. C'est qu'ils adoptent un rôle qu'ils n'ont pas envie d'adopter. Ils se sentent obligés d'adopter ce rôle parce qu'ils disent si je ne l'adopte pas, il va rien faire. En fait,
Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est très difficile pour un ado, surtout avec cette nouvelle génération qui a accès aux écrans, de se motiver à travailler. Déjà, de base, c'est dur de se motiver à travailler, mais en plus, avec un buffet à volonté de plaisir que représentent les écrans, ça modifie la façon dont on est motivé de manière générale. Deuxième chose, les ados, enfin, c'est ce que disait Juline, hein, les ados ont vraiment besoin de leurs parents, parce que c'est une période super dure pour eux. Ils vivent des choses au niveau identitaire qui sont super compliquées. Donc, essayer de motiver son enfant à travailler, c'est important, hein. C'est pas le plus important, hein. Tout le monde se souvient de l'adolescence parce que c'est une période horrible. On se construit, on est critiqué, on sait pas qui on sait pas ce qu'on vaut, on est perdu, on sait pas ce qu'on veut plus tard. Et ça, les parents ont besoin d'entendre cette statistique qui va piquer. C'est que quand votre enfant fête ses 12 ans, vous avez passé 75% du temps que vous passerez à jamais avec lui dans sa vie. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de passer 25% du temps qui reste à vous prendre la tête sur des devoirs de maths, de français, même si c'est important? Je suis pas sûr. Il a besoin de vous parce que personne l'écoute. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'un cadre qui est rassurant, d'un cadre, certes, mais qui est rassurant. Et donc, pour motiver son enfant à travailler, il faut vraiment d'abord bosser sur le lien que vous avez avec lui, la complicité, le lien d'attachement, et là, il aura envie de travailler parce qu'il aura envie de vous faire plaisir, en fait. Et espérer qu'un enfant soit motivé de façon intérieure, genre je travaille pour moi, avec le cerveau qu'ils ont, c'est pas possible. C'est 1% des enfants. Ils travaillent parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs parents ou à des proches ou à des profs, etc. Et c'est une réalité. Essayer de faire en sorte qu'un enfant travaille pour lui-même, il n'a pas le cerveau pour faire ça. C'est pas possible pour lui. C'est pour ça qu'en études sup, généralement, il y a un déclic et on voit qu'il y a des jeunes qui se mettent vraiment, vraiment boulot parce qu'ils ont envie de le faire pour eux, mais parce qu'ils ont le cerveau qui est suffisamment mature pour le faire. À 18 ans, 16 ans, 17 ans, 14 ans, c'est pas possible. Donc d'abord le lien d'attachement, et ensuite on travaille sur la motivation, mais c'est d'abord le lien et la sécurité à la maison qui fait que ça décolle. Derrière, c'est pas l'inverse. Et généralement les parents, pour finir, mettent beaucoup de contrôle parce qu'ils ont peur. Le contrôle, c'est juste une expression de la peur. C'est que si mon enfant a pas de bonnes notes, il aura pas un bon parcours. S'il a pas un bon parcours, il aura pas de bon diplôme. S'il a pas de bon diplôme, il aura pas un bon job. Et s'il a pas un bon job, il va avoir une mauvaise vie. Et donc le cerveau des parents fait un raccourci entre bonne note, belle vie, moi, bon parent. Si mon enfant a une belle vie, je suis un bon parent. Et s'il a une mauvaise vie, c'est de ma faute. Et donc, par peur que leur enfant sorte du cadre et n'ait pas une belle vie plus tard, ils mettent un contrôle. Et est-ce que, je me posais la question, est-ce qu'il y a quand même aussi un décalage avec le fait que nous, parents, on a connu le bac et c'était le bac qui conditionnait tout. Et donc, en fait, on était vraiment au taquet sur avoir son bac ou pour pouvoir avoir une formation. Et là, ils sont quand même énormément dans le contrôle continu. Et donc, il y en a certains qui, par exemple, vont se dire, ah bah c'est bon, de toute façon, avec le contrôle continu, je l'ai, et donc je vais pas tout mettre. Et donc, les parents ont l'impression que par rapport à ce que eux ils ont donné, leur enfant ne donne rien parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux à cause de ce contrôle continu. Ouais, c'est plus le même examen. C'est plus le même examen et tu le disais très bien Solène, c'est plus la même époque et les enfants d'aujourd'hui moi je dédramatise énormément l'échec. Ils me disent: «Ouais, je vais rater mon bac» et je lui dis: «Et alors, si tu rates, il se passe quoi?» Bah, je refais et donc après, tu sais, je pousse le raisonnement jusqu'au bout et donc il se passe quoi? Est-ce que c'est grave? Parce que de leur expliquer qu'effectivement, ils auront 10, 12, 15 métiers dans leur vie, que c'est pas un examen qui va conditionner, leur bonheur aussi. C'est quoi une vie réussie? Bah, c'est pas que le travail. Enfin, il y a plein, plein de choses comme ça où on essaye de faire réfléchir, de dédramatiser, de leur dire qu'il y a toujours des passerelles, il y a toujours, voilà, d'autres façons de réussir, de faire ce qu'on aime, et malheureusement aujourd'hui, j'ai la sensation que encore beaucoup à l'école, on a des certains enseignants où c'est le graal, les études. Le bac, les études, ils entendent tellement ça toute la journée que, ils ont l'impression que s'ils ne passent pas par cette «voie royale» entre guillemets, ils n'auront pas une vie réussie alors qu'on a plein d'exemples d'entrepreneurs, de personnes, d'artisans, de personnes qui sont passées par d'autres voies et qui sont tout à fait épanouies et on a plein d'exemples de personnes qui ont fait la voie royale et qui finissent,
avec un burn-out à 45 ans, quoi. Donc il n'y a pas de voie tracée. C'est ça que j'essaye de leur expliquer, c'est qu'ils sont maîtres de leur rêve. Oui, en fait, c'est exactement pour compléter un peu ce que Juline disait, qui est très très juste. C'est que on a cette vision de en France, la seule façon de réussir sa vie, c'est de faire des diplômes. Et c'est triste de penser ça. Vision que je combats Ben merci de la combattre. Il y en a énormément. besoin. Parce qu'en fait, ce qui détermine si un enfant est épanoui plus tard et un adulte épanoui, heureux et bien dans sa vie, c'est son état d'esprit et ses valeurs. Et en fait, les parents mettent le focus sur les devoirs, les notes, les diplômes, parce que tout le système éducatif concentre toute leur attention là-dessus. Mais il faut savoir essayer de prendre du recul et de se dire, ok, est-ce que je veux vraiment un enfant qui a un parcours scolaire extraordinaire mais dépressif, ou un enfant qui est super épanoui avec un état d'esprit de dépassement de soi et qui a des mauvaises notes en maths mais qui va tout exploser derrière parce qu'il a un état d'esprit où il se dépasse, il est discipliné, il est courageux, il est persévérant, quoi. Et donc mettre le focus au bon endroit. Et c'est le rôle des parents de développer l'état d'esprit. C'est le rôle des profs de se concentrer sur les devoirs et les notes. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour développer cet état d'esprit où ils vont se dire que, enfin, je sais pas, par exemple, c'est vrai que le bac, c'est sur toute la semaine, le brevet, c'est sur 2 jours. Imaginons, on rentre de sa première journée, on a l'impression qu'on a tout raté, etc. Comment est-ce que le parent, là, il peut être soutenant et développer ce que moi j'appelle le growth mindset, donc l'état d'esprit de développement, et dire ok, alors qu'est-ce qui s'est pas bien passé aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour que demain ça soit mieux, quoi? Ouais, moi j'ai une astuce que j'utilise beaucoup avec les élèves et avec les enseignants que je forme aussi, c'est, quels sont les 5 avantages à la situation? Quand on a un truc qui nous chagrine, qui s'est pas bien passé, quels sont les 5 avantages à la situation? Tu as un exemple précis à nous partager sur Hem, quels ça j'ai pourrait un être ces exemple, alors c'est avantages? pas sur les examens, mais j'ai souvent c'est l'exemple que je donne. Je dis: «Voilà, j'ai couru, j'ai raté mon train, je suis bien énervée. Pour redescendre, c'est quels sont les 5 avantages à la situation? Ah bah, j'ai le temps Mmh. d'aller me prendre un petit café. Je vais m'asseoir sur un banc, je vais prendre un livre, je vais avoir le temps de lire. Je vais, profiter peut-être du soleil, sur le quai de la gare. Je vais, ah bah, j'ai rencontré, sur la gare, sur le quai de la gare, une amie que j'avais pas vue depuis 10 ans. Si j'avais pris le premier train, je l'aurais pas vue. C'est voilà, plein de choses comme ça, et les élèves quand ils sont chagrinés par quelque chose, je leur fais faire ça. Quels sont les 5 avantages à la situation? Et ça fait automatiquement redescendre parce que ça vient stimuler, le cortex préfrontal, d'aller chercher quelque chose qui est complexe, et ça, hop, ça fait redescendre tout de suite. Sébastien, toi, c'est quoi tes astuces pour rester motivé quand on s'est planté? Ou qu'on pense qu'on s'est C'est c'est- planté, parce qu'il y c'est a toujours difficile ceux pour tout qui le monde, disent hein. j'ai pas réussi, et puis en fait ils sortent et, Ouais, enfin, et ouais, ils ont ouais, eu non, mais 19, quoi, hein. c'est difficile pour tout le monde, honnêtement, de se planter et de devoir rebondir après. Il faut savoir déjà à l'adolescence, et Juline en a parlé rapidement, que le système limbique, le système des émotions dans le cerveau humain, est extrêmement sensible à l'adolescence et ils n'ont pas les outils de régulation émotionnelle d'un adulte. Ce qui fait que demander à un enfant de se calmer, un adolescent de se calmer, c'est très dur pour lui parce qu'il a une intensité émotionnelle super forte et il n'a pas forcément les outils de régulation en face. Et ça, c'est aux parents de travailler ces outils de régulation émotionnelle, les soft skills, pour justement apprendre à gérer ses émotions, prendre du recul sur la situation. Là, l'erreur de parents, généralement, ce qui est normal, on a fait ça pendant 10 ans, donc c'est difficile de faire autrement, c'est qu'on va donner notre opinion, on va essayer de l'encourager, de le rassurer, etc. Ça ne fonctionne pas. Parce que ils partent du principe qu'on est biaisé. Donc ils vont dire oui mais tu me dis ça parce que t'es ma mère ou t'es mon père. Donc la première chose à faire c'est écouter et accueillir l'émotion. Lui dire que je comprends que ça te saoule en fait. Je comprends très clairement que tu sois abattu, t'avais vraiment envie d'avoir une bonne note et ça je comprends entièrement. Et au lieu de partir après sur un conseil ou une affirmation ou une opinion, dire comment est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour mieux te préparer ou comment est-ce que tu es sûr que tu as raté, sur quels aspects tu as raté, et juste, il n'y a pas de bonne question. C'est juste lui poser des questions en fait pour savoir c'est quoi son regard et prendre du recul. Et c'est exactement ce que Juline disait, c'est que ça active le cortex préfrontal et du coup l'émotion est beaucoup moins intense. Donc beaucoup de questions et lui rappeler aussi
sous forme de questions toujours, ce qu'il a déjà réussi à faire. Là, on était d'accord, là, tu t'es planté sur l'examen de philo, mais pour le coup, l'évaluation d'avant sur philo, tu avais beaucoup travaillé et tu as réussi, on est d'accord. Et c'est toujours sous forme de questions. Si sous forme d'affirmation, ça passera pas, ça rentrera pas. Sous forme de questions, ça a toujours 10 fois plus d'impact. Ok, super. Bon, et maintenant, alors, est-ce que vous avez des super astuces pour bien réviser? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Ce qui est important là, Déjà, c'est juste, moi, je voudrais, parce que j'en parle dans mon livre, je parle de cette fameuse période où moi, en fait, je faisais des fiches et des fiches et des fiches, donc je recopiais. Et puis, en fait, je me couchais avec les fiches sous mon oreiller parce que je me disais que ça allait infuser. Donc, Processus vaudou. voilà. Est-ce que vous pourriez juste déjà enlever tous les neuromythes là sur comment est-ce qu'on révise bien? Alors, bah déjà, on ne surligne pas. Surligner, recopier, relire, on oublie. Parce qu'on oublie 70% de ce qu'on lit en 24 heures. Donc les élèves qui révisent en lisant, déjà, mauvaise idée. Non, ce qui est important, c'est de s'entraîner, c'est de se tester, c'est de tester son cerveau, tester sa mémoire. Donc nous, on utilise les flashcards. D'un côté, on a une notion, de l'autre côté, on a la notion qui va avec. Donc je sais pas, la date 1492, le départ de Christophe Colomb d'Espagne, par exemple. Ça, c'est pour mémoriser, vraiment apprendre par cœur. On va utiliser beaucoup des cartes mentales pour mémoriser par l'imagination, par le dessin. On peut utiliser des palais de la mémoire aussi qui vont utiliser l'imagination pour retenir dans un ordre précis quelque chose. Moi, je leur fais faire également des planches effaçables pour tout ce qui est schéma. On rajoute un transparent dessus et on peut refaire, s'entraîner, cacher le modèle et vraiment faire travailler sa mémoire. Mais tout ça, c'est pour engranger des connaissances. La philosophie, le français, la SES, la GGSP, c'est de la rédaction. Donc, il faut aussi travailler la méthode et il faut s'entraîner. À un moment donné, il faut prendre un stylo et il faut écrire. Il faut s'entraîner à faire des plans de dissertation, à faire des problématiques, à rédiger des parties, des sous-parties. Ça, c'est très, très important. Parce que je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux pour dire ah, c'est bientôt le bac, tu as peur de pas réussir, prends des fiches, prends des flashcards. Ouais, enfin, à un moment donné, Et si des tu passes un nuages concours. et des couleurs. Non, mais voilà, je veux dire, si tu passes un Ouais. concours de champion du monde de crêpes et que tu as juste appris la recette, non! À un moment donné, il faut aller dans la cuisine, il faut faire des crêpes. Donc c'est la même chose. Là, les élèves, je les vois apprendre par cœur des choses et moi, vraiment, quand ils viennent en soutien, je leur mets des dissertations. J'ai dit non, là, c'est dans 2 semaines, maintenant, on fait des dissertations, quoi. Et toi, Sébastien, c'est quoi tes astuces? Tout ce qu'a dit Juline, je vais pas rajouter et faire des redites. Il y a des aspects qu'on oublie souvent en tant que parent, c'est pas pour venir sur les méthodes de travail, mais plutôt l'environnement et le niveau d'énergie. On oublie un truc, le sommeil. C'est super important, pas que pour la mémorisation, pour la concentration, pour la discipline, pour le fait de se bouger, d'avoir envie de faire les choses. Donc avoir un sommeil qui est mauvais ou instable, c'est compliqué. Il faut pas demander à des ados de dormir à 21h, ils ont un cycle de sommeil qui est décalé, donc ils ont envie de se coucher à 23h et ils ont besoin de se réveiller plus tard. Surtout en période de révision, laissez-les tranquilles jusqu'à 22-23h et laissez-les dormir un peu plus tard le matin, mais il faut qu'ils soient bien reposés. Sur le sommeil, c'est super important. Autre chose, sur les méthodes de travail, ça va être sur la concentration. Privilégier des tâches qui demandent beaucoup d'énergie cognitive, donc tout ce qui est rédaction, dissertation, s'entraîner le matin parce que c'est là où le cerveau il est le plus frais. Et donc laisser pour l'après-midi ou en tout cas des moments de journée où on a un pic d'énergie un peu moins important sur des tâches qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, comme le fait de faire des flashcards, le fait de réviser ces flashcards, où là ça demande vraiment pas d'efforts. Donc faut vraiment utiliser son énergie de façon optimale, surtout en période d'examen. Donc sommeil et aussi identifier les moments dans la journée où on a le plus d'énergie pour mettre les tâches qui demandent plus ou moins de l'énergie en fonction de ces moments-là. Et sinon, est-ce que vous conseillez qu'ils se fassent des plannings de révision ou Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, dans la motivation pour les élèves. J'utilise les types de motivation et de personnalité de l'approche neurocognitive et comportementale, qui nous dit qu'en fait, on a 8 types, il existe 8 grands types de motivation
et on en a tous entre 2 et 4. Et selon le type de motivation qu'on a, le type de personnalité, eh ben, c'est pas la même chose qui va nous stimuler. Donc, par exemple, là, quand j'ai fait mon grand week-end de révision à la campagne avec mes élèves, les élèves qui avaient la motivation du philosophe, par exemple, ils allaient réviser au fond du jardin, sous les arbres, tout seuls, avec le bruit des oiseaux. Les élèves qui avaient la motivation du participatif, qui aiment être en groupe, eux, ils étaient tous autour de la table de la cuisine, tous ensemble, parce que être avec les copains, c'est plus facile. Les gestionnaires, la personnalité du gestionnaire, eux, ils font des plannings. Ils se disent, je vais faire 20 minutes, après 5 minutes, après 30 minutes, parce que eux, c'est ça qui les rassure. Les stratèges, eux, ils allaient réviser au bord de la piscine, parce que c'est beau. C'est joli, c'est esthétique. Ils ont besoin de. Voilà, c'est eux qui font des fiches avec des couleurs, où c'est assorti, etc. Les personnalités des compétiteurs, comme eux, ils aiment l'originalité. J'en avais un, il était dans l'escalier, la tête en bas, retourné, les pieds sur le mur, et il révisait comme ça, parce qu'il avait besoin d'être surtout pas comme les autres. Donc en fait, ça dépend des types de personnalités. Et moi, j'aime bien apprendre ça aux enfants, aux parents et aux enseignants, de leur dire, en fait, il n'y a pas une méthode. Il y a plein de personnalités et de motivations différentes, et il faut trouver celle qui va vous stimuler. Et, par exemple, moi, j'ai beaucoup de compétiteurs. On me met au défi. On me dit, t'es pas capable de le faire en 30 minutes. Je vais le faire. Alors qu'un enfant qui aurait une personnalité de philosophe, ne le mettez pas au défi, ça sert à rien. Ça ne marchera pas sur lui. Est-ce qu'on peut trouver en ligne ces tests pour savoir un petit peu Alors, la c'est pas des personnalité tests, mais c'est la méthode de Jacques Fradin, l'approche Oui. neurocognitive et comportementale. C'est passionnant. Ok, d'accord. Et justement, enfin, t'en parlais, je voulais poser la question. Moi, je me rappelle que j'ai révisé le bac en binôme avec une de mes copines. Ça, c'est quelque chose que vous conseillez d'être à plusieurs? Parce qu'en fait, on se dit, s'ils sont à plusieurs, ils vont pas se concentrer, ils vont pas botter. Bah, ça dépend le type de personnalité. Ouais, ça dépend des personnes. Ouais. Un compétiteur, tu le feras pas travailler à plusieurs. Un compétiteur, il aime l'indépendance, il aime faire seul et par lui-même. Donc lui, il travaillera seul. Par contre, les participatifs, ouais, eux, ils vont avoir besoin d'être avec les autres. Et du coup, toi, Sébastien, t'as quoi comme, enfin, tu t'adaptes à chaque enfant aussi sur les méthodes? Ouais, alors pour le coup, comme disait Juline, ça m'a fait rire généralement ce qu'on voit sur Internet en pub, utiliser la meilleure méthode de travail qui me permet de retenir tant d'informations en tant de temps. Ça dépend trop des cerveaux, des personnes, de l'environnement, de l'histoire. Et donc, ce que je dis toujours à mes mentorés et aux parents, c'est teste et vois ce qui fonctionne le mieux pour toi. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a la méthode qui toi te va et qui n'ira peut-être pas à quelqu'un d'autre. Tout comme ce que je disais tout à l'heure sur le niveau d'énergie, il y a des ados, ils sont au top entre 9h et 11h. Il y en a d'autres qui sont au top entre 21h et 23h. Donc faut se connaître en fait, et faut dire aux parents de finalement poser des questions à leur enfant pour qu'ils prennent conscience de comment il fonctionne, avoir plus de conscience de soi et de son fonctionnement et de ses atouts, pour optimiser au maximum ces méthodes de travail de manière générale. Il n'y a pas de bonne méthode. C'est la méthode qui fonctionne à un moment, et surtout, il y a des méthodes qui fonctionnent pour une matière et qui fonctionnent pas pour d'autres. Donc ça dépend aussi des matières, et là faut rentrer en mode phase de test pour savoir ok, qu'est-ce qui me convient le plus. Est-ce que c'est des cartes mentales pour mémoriser, est-ce que c'est des flashcards, est-ce que pour les maths j'ai besoin de réécrire, est-ce que j'ai besoin de faire des examens blancs. Enfin, donc pour le coup ça dépend beaucoup des personnes, il y en a qui aiment travailler en groupe et d'autres non. Donc plutôt rentrer en mode test que essayer de trouver une méthode qui va marcher pour tout le monde et à tous les coups, quoi. Mais ça, en plus, j'ai l'impression que les enseignants, alors je sais pas si c'est moi qui ai de la chance, hein, mais moi, mon fils aîné, il a eu, enfin, en fait, il a commencé avec son enseignante de CM2 qui leur a expliqué les cartes mentales. En sixième, il a son prof de mathématiques qui leur a fait passer un test pour savoir quelle était leur appétence en matière d'apprentissage. La prof de bio, là, en cinquième, elle fait les flashcards. Donc j'ai l'impression que les enseignants sont de plus en plus aussi formés à ces méthodologies, et que donc nos enfants ont des nouvelles méthodologies pour apprendre qui ne sont pas nous, où nous on avait juste t'apprends par cœur et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus d'accompagnement de la part des enseignants. Vous constatez ça, vous aussi, ou? Ça arrive de plus en plus à l'école.
Mais comme tu dis, c'est un peu une question de chance et de hasard, quoi. Parce que moi, j'en ai beaucoup, beaucoup en soutien scolaire qui viennent me voir et qui me disent, ils arrivent à 17h, ils poussent la porte et ils me disent, «Oh là là, mais c'est horrible, le prof de philo, il a parlé pendant 2 heures et on a gratté, on a écrit, on a recopié, on a écrit sous la dictée, on a». Ça voilà, je pense que ça arrive, c'est vraiment en train de s'améliorer. Il y a de plus en plus de formations sur les cartes mentales, sur les flashcards, sur les pédagogies actives, oui, ça se développe de plus en plus et de toute façon, les enseignants sont demandeurs. Parce qu'ils voient bien que ce qu'ils essayent de faire en méthode classique ne fonctionne plus. Donc ils sont vraiment demandeurs d'outils et moi, pour me déplacer toutes les semaines dans des villes différentes, aller former des profs un peu partout, ils sont vraiment demandeurs. En tout cas de qu'on leur donne ces clés-là, ces outils-là et ça commence à arriver, je commence à voir les soft skills aussi, commence à être demandeur de tout ça, donc c'est super. Super, et ben maintenant on va passer à notre rubrique au secours, qui va être un petit peu la suite logique de la discussion qu'on va avoir. Donc on a une auditrice qui nous écrit, qui nous dit: ma fille passe le bac cette année, dès que je parle de révision, elle explose. Elle me reproche déjà de la fliquer, mais si je ne dis rien, elle ne fait rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je laisse couler. Alors vous en avez connu des parents comme ça? Pareil que, oui, beaucoup, énormément. Beaucoup trop. Ah ouais, malheureusement, hein. J'ai du travail. Je suis content, j'ai du travail, hein. Il y en a vraiment beaucoup, ouais. Bon, alors on leur dit quoi? On dit quoi à cette maman? D'ailleurs, question, est-ce que c'est plus les mamans qui fliquent ou les papas? Ah, ça dépend, ça dépend. Moi, j'ai quand même en fait, il y a vraiment deux approches différentes. Généralement, c'est les mamans. Moi, de mon expérience, hein, mais les papas commencent à être, heureusement, avec l'évolution de la société, beaucoup plus investis sur l'aspect scolaire, école, accompagnement. Donc, il y a aussi pas mal de papas que je croise de plus en plus qui sont attachés à ces sujets-là. Généralement, c'est les mamans qui sont un peu plus présentes et accompagnatrices. Mais forcément, du coup, comme elles ont plus de crainte et de peur vu qu'elles sont dans le sujet, elles ont tendance à mettre plus de contrôle. Et donc, ça les préoccupe plus. Donc là, de plus en plus de papas, même si ça reste quand même une majorité de mamans pour moi. Enfin, de mon expérience, hein, pour le coup. Hein. C'est pas une généralité. Hein. Bon, et alors on lui dit quoi à cette maman? C'est quoi il faut qu'elle laisse couler, enfin... Qu'elle parte à Punta Cana, qu'elle lâche tout derrière elle. Je te laisse pendant le bac, je pars. Non. Morito, et on oublie tout ça, quoi. On oublie sa vie d'avant. Non, mais c'est ce que Sébastien disait tout à l'heure, le lien et le cadre, sécurisant déjà avant même la scolarité. Le lien, poser des questions vraiment pour que l'enfant réponde. De quoi tu as besoin pour être prêt? Est-ce que tu te sens prêt? De quoi tu aurais besoin pour être serein? Plus que tu as révisé voilà, est-ce que tu as révisé, tu as fait tes fiches de philo, etc. Ça serait plutôt ça et puis après, moi je dis parfois aux parents, ça peut choquer, mais parfois je dis aux parents: «Laissez-les». Et il me dit: «Mais il va se planter». Je dis: «Bah oui, mais l'échec est le meilleur des maîtres». C'est-à-dire il va se planter une fois, eh ben, il va en tirer 10 fois plus de leçons que d'une victoire. Et là, c'est quoi? C'est une élève de terminale, c'est ça, la maman? C'est le bac? Oui, ouais, Oui, donc bac. c'est une jeune fille qui est majeure là, peut-être elle est déjà majeure. Donc elle Mhm. va laissez-la et elle va apprendre des gamelles qu'elle va prendre, quoi. Parfois, c'est mieux de les laisser faire plutôt que de fliquer et d'être sur leur dos. Ouais, d'ailleurs, le fait qu'elle explose quand on parle d'école, de révision, etc., c'est très bon signe. C'est très désagréable, mais c'est très bon signe. Ça veut dire que vous n'avez pas le bon sens des priorités. Si elle explose, c'est que vraiment, elle en a marre que vous associez, que vous l'associez elle à l'école et les devoirs. Et moi, j'ai beaucoup de mentorés qui me disent, j'ai l'impression d'être une déception permanente pour mes parents, parce qu'ils me parlent que de l'école. Et j'ai l'impression ils ne vivent que pour ça. Et en fait, ils m'aiment énormément quand je ramène des bonnes notes, et ils m'aiment plus quand je ramène des mauvaises notes ou quand je travaille pas. Donc la priorité, vraiment, le bac, c'est important, certes, c'est pas le plus important. En fait, c'est ce que Juline disait, c'est vraiment la priorité, c'est la relation que vous allez avoir avec votre enfant. Parce que je vous assure que dans quelques années, si votre enfant n'a plus envie de vous parler parce que vous lui avez pris la tête pendant des années et des années sur l'école, les devoirs, etc., ça va être dur pour vous, hein.
Ça va être vraiment dur pour vous, hein. Donc la priorité à la relation, et si la relation se passe bien, je vous assure que votre fille s'en sortira très très bien dans la vie. Très bien, super conseil, mais ça demande aux parents de Oui. déconstruire Oh, pas mal de beaucoup. choses, De de lâcher lâcher prise. prise. Ouais, Ah oui. ouais, exactement. Bah, Et c'est ça, la c'est première dur. étape du programme, moi, que je donne aux parents, c'est la déconstruction. Et c'est super dur. Mais on en a besoin. Allez, on passe au quiz parents pas largués. Et je vous ai fait un petit quiz, mais ça va être super facile pour vous, Sébastien et Julie. Apprendre à apprendre, un petit quiz spécial neurosciences. Allez, on est parti avec la question 1. Quelle est la durée idéale d'une session de révision pour maximiser la concentration? Réponse A, 15 minutes. Réponse B, 25 minutes. Réponse C, 60 minutes. 6 heures. Je dirais 25. Ouais, Allez, 25. les neuroscientifiques disent c'est autour de 20 minutes, ouais, c'est ça. Ouais, donc moi j'ai mis C25, la méthode Pomodoro, 25 Oui. minutes de travail concentré, suivi de 5 minutes de pause. Ça permet de respecter le fonctionnement naturel de l'attention qui peut fatiguer très rapidement. Donc on fait une pause toutes les 25 minutes et on se fait pas des sessions de 2-3 heures de travail non-stop, là, c'est n'importe quoi. C'est ce que font les étudiants de médecine, là, qui révisent comme des, Mais comme oui, des et en tarés. plus, c'est ce que moi c'est ce que je dis toujours aux élèves, je leur dis si tu te fais un programme de révision qui est trop lourd, tu le suivras pas. Tu vas te lever le matin, tu vas voir le programme, tu vas avoir envie de te recoucher. Mais plutôt des petits Mhm. trucs de 20 minutes, quitte à ce que tu sois pris dans l'élan dans le truc et que finalement tu fasses 1 heure, mais mets-toi des planches de 20 minutes, ouais. D'ailleurs, pour confirmer ça au niveau du cerveau, le cerveau anticipe l'effort et le plaisir. Donc si vous mettez une tâche ultra lourde, avant même que vous la fassiez, vous serez pas motivé à le faire. Parce que votre cerveau anticipe l'effort que ça va demander. Donc vous mettez une session de travail 2 heures, c'est pas la même que si votre cerveau sait qu'il va travailler que 20 minutes ou 25 minutes. Ok, très bon à savoir. Question 2. Quelle activité améliore la mémorisation à long terme? Réponse A, relire son cours 3 fois. Réponse B, dormir après avoir révisé. Réponse C, écouter de la musique en révisant. J'aurais pu rajouter réponse D, mettre ses fiches et son cahier sous son oreiller. Sous le lit. J'aurais choisi ça. Juste pour le principe. Alors, quelle est l'activité qui améliore la mémorisation? Dormir. Mais tu Euh, l'as dit, ouais, dormir. le, Ouais, le sommeil. le sommeil est super important. Donc effectivement, c'est dormir. Le sommeil joue un rôle clé dans la consolidation de la mémoire. Une bonne nuit après une session de révision fixe les apprentissages dans le cerveau. Question 3. Quel est le nom de la courbe qui montre que l'on oublie naturellement les informations si on ne les révise pas? La courbe de Gauss, la courbe d'Ebbinghaus, la courbe de Fibonacci. Et bingos. C'est ça. Découverte au 19e siècle, elle montre qu'on oublie. Alors toi, tu as dit 70%, Juline, moi j'ai 60%. Info à vérifier. Des Alors c'est infos super dur à contrôler. si on ne les revoit pas dans les 48 heures, d'où l'intérêt des révisions espacées. Ben, c'est clair, Ouais. nous, chez Soft Skills, dans le programme Apprendre à apprendre, on leur dit aux enfants, apprenez un petit peu tous les jours, Oui. 5 Ouais. minutes. Pour apprendre sa poésie, il faut mieux faire 5 minutes tous les jours que 30 minutes d'un coup. Exactement. Allez, question 4. Quel outil stimule le cerveau en profondeur et booste l'attention chez les enfants? A, le coloriage. B, la respiration en cohérence cardiaque. C, le chewing-gum. La respiration. Ouais. Et encore enfin, la respiration, c'est sûr. Booster l'attention, le coloriage, Oui. le fait de devoir être concentré sur un truc, ça travaille la concentration et l'attention. Donc le coloriage, c'est pas si déconnant comme réponse. Okay. Moi, j'avais la réponse B, donc la cohérence cardiaque, c'est prouvé, il y a eu des recherches qui ont été faites. Respirer lentement et profondément ralentit le rythme cardiaque, apaise le stress active le cortex préfrontal, le centre du raisonnement et de la concentration, parce que je le répète et je le dis souvent, bien apprendre, c'est aussi savoir accueillir ses émotions, son stress, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et dernière question, quelle méthode est la plus efficace pour apprendre durablement? Surligner en fluo, réponse A. Répéter à voix haute et tester ses connaissances, réponse B. Réponse C, écrire au propre son cours. C'est la B. Juline l'a dit, hein.
Ouais, c'est Mais Bah ouais. testé. écouter à voix haute et Mais oui, tester. il faut se Bah ouais, tester. bien sûr. Faire des auto-évaluations. Ouais. Les neurosciences appellent ça l'effet de récupération active. Tester Oui. ce qu'on a retenu avec des flashcards et des quiz est bien plus efficace que de relire passivement Bah oui. plusieurs fois ou de surligner. Ouais, je disais aujourd'hui, il y a un outil qui est génial pour ça, pour se tester, c'est l'intelligence artificielle. Tu lui donnes ton cours, tu lui demandes de te créer des questions et il va te C'est ce que je tester, en donne à fait. mes mentorés, moi. Ouais, Ouais, j'ai créé un prompt pour mes mentorés pour qu'ils l'utilisent pour les cours et ça génère des exactement. questions sur le cours. Eh ben, top. Donc voilà, j'espère qu'on aura débunké là, certaines croyances des parents qui sont nés dans les années 80-90 là et qui pensent qu'on apprend toujours avec les vieilles méthodes. Non, ça a évolué. Et d'ailleurs, pour les parents, il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai fait une formation Apprendre à apprendre il y a 3 ans. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour apprendre à apprendre. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Sébastien et Juline pour cet épisode. J'espère que vous repartez avec plein d'idées pour accompagner vos enfants dans cette période un peu stressante des examens. Mais en fait, on se demande qui est le plus stressé entre vous et vos enfants. Posez-vous cette question. Très Et bonne puis, question. faites comme l'a dit Sébastien, prenez un bon mojito, respirez, tout va bien se passer. Oui. Et comme le dit Juline, si jamais ils échouent, ils auront appris dans tous les cas et puis ils recommenceront l'année prochaine. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, ça nous aide beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.